Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Dans l'actualité cette semaine, évidemment, toujours et encore la crise sanitaire. Une semaine marquée par une recrudescence des cas de Covid-19 dans toute la France et des mesures sanitaires renforcées dans de nombreuses villes comme Bordeaux, Lille, Paris et bien sûr en Île-de-France. À cette occasion, de nouveau, le gouvernement a annoncé la création de points pour se faire tester avec des résultats sous 24 heures. Les équipes de TV78, vous allez le voir, sont allées se rendre compte à Trappes dans les Yvelines, si cela marchait bien. Regardez ce reportage. Quelques minutes d'attente avant d'être testé. Depuis lundi 21 septembre, Trappes accueille un centre de dépistage et de diagnostic Covid. D'ici 3 semaines, le laboratoire espère réaliser 500 tests quotidiens. L'espoir qu'on a tous, et c'est à la volonté de l'ARS, qui est vraiment de faciliter l'accès au prélèvement dans des délais courts pour les personnes prioritaires. Les personnes prioritaires, c'est vraiment celles qui seraient susceptibles de propager l'épidémie parce qu'elles sont positives et parce qu'elles sont en contact avec des gens. 5 opérateurs de saisie et 3 infirmières permettent un rendu de résultats sous 24 heures. Le centre est ouvert 6 jours sur 7. Il est accessible sur prescription médicale ou pour les personnes contactées par l'ARS ou la sécurité sociale. On a détecté hier qu'il y a des signes de Covid, mais en fait c'est une rhinopharyngite comme tous les ans. Donc par précaution, comme il est asthmatique, donc on préfère faire le test du Covid en fait. Je fais des permanences et on a les résultats assez rapidement, donc moi ça m'intéresse pour retourner en cours le plus vite possible. J'ai des symptômes, j'ai eu de la fièvre. Voilà, donc du coup, juste par mesure de précaution, je suis venu faire le test. Un deuxième centre est installé à Mantes-la-Jolie. D'ici 15 jours, ce sont 20 sites qui testeront sur toute la région francilienne. Pour la semaine du 7 au 13 septembre, un peu plus de 6% des personnes testées ont été déclarées positives. Le département est classé en zone active de circulation du virus. Nous partons cette fois en Normandie dans le Grand JT des Territoires pour une initiative solidaire. 330 claviers d'ordinateurs antimicrobiens ont été financés et vont être offerts à des établissements de santé de l'Eure et de Seine-Maritime, comme nous l'explique ce reportage de LCN, la chaîne normande sur place. Aider les soignants dans l'application des mesures sanitaires contre la Covid-19, c'est le défi que se sont lancés Rio Glace et Crédit Agricole Normandie-Seine en offrant 330 claviers antibactériens, antivirus aux établissements publics de santé de l'Eure et de la Seine-Maritime. Aujourd'hui, on est venu célébrer d'abord une entreprise emblématique du territoire qui est Rio Glace, une famille d'entrepreneurs qui est la famille Rio, représentée par Pierre Rio bien sûr. Et puis on est venu célébrer le modèle du Crédit Agricole, donc une bonne coopérative mutualiste de plein exercice. Avec nos caisses locales, nos administrateurs, nos collaborateurs, on a décidé de se mobiliser fortement, tout azimut, à la fois pour soutenir nos aînés, soutenir des clients plus fragiles comme des familles, des femmes battues, des clients en très grande situation de fragilité pendant toute cette période. Et c'est 1 million d'euros d'actions de caisses locales de solidarité, dont celles que nous faisons avec l'entreprise Pierre Rio. Et surtout, on a mobilisé toutes nos caisses locales. Donc 61 sur 71 ont été mobilisées. C'est 330 claviers qui ont été achetés par les caisses locales et qui vont être distribués à une trentaine d'établissements sur le territoire, à la fois des établissements médicaux et aussi des établissements pour personnes âgées, des EHPAD. L'entreprise Rio Glace a été créée il y a une quarantaine d'années par mes parents. On est à la base des transformateurs de produits verriers, donc essentiellement à destination du bâtiment. Nos clients sont des menuisiers, des façadiers, des agenceurs d'intérieur. Et depuis 2012, nous avons remonté la filière du verre et on est devenu producteur de verre plat. Aujourd'hui, créer le clavier, c'est aussi une volonté de se diversifier, de ne pas rester uniquement sur notre marché historique. Donc on a effectivement le clavier, on a les radiateurs en verre, on a aussi la gamme Digiaglace qui a été sortie pendant la période de Covid. On a à partir du moment où on peut électrifier le verre, le transformer, on peut faire une multitude de produits. On en a encore plein dans le laboratoire. Le partenariat Crédit Agricole est historique. C'est la banque qui a accompagné mes parents à leur début et qui nous a accompagnés pendant toutes les années plus faciles et les années plus difficiles de la vie des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est une belle preuve d'amour, si on peut le dire ainsi, que de sceller ce partenariat sur un beau projet comme celui-ci.
Voilà, parlons à présent de l'impact économique de cette crise sanitaire. C'est l'heure du bilan un peu partout pour la saison touristique en France. Malgré les craintes, certaines régions ont pu tout de même afficher de bons résultats. C'est le cas en Occitanie où le verdict est tombé cette semaine. Le détail avec ce reportage de nos confrères de Vie Occitanie sur place. Des terrasses bondées, des ruelles qui débordent de vacanciers. Un mois de septembre rêvé pour le tourisme à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. La carte postale fait du bien aux professionnels dans un contexte sanitaire très incertain. Début septembre est dans la continuation de juillet et d'août, donc il y a du monde. J'espère que ça va continuer. Les touristes sont au rendez-vous et ça se ressent. Hôteliers et restaurateurs ont enregistré une hausse de fréquentation de 7% par rapport à l'an dernier, à la même période. Certains établissements affichent même complet tous les week-ends jusqu'à la fin du mois. Pour nous, c'est un mois de septembre qui se présente très bien, avec des clientèles françaises, bien évidemment, essentiellement jeunes. On a beaucoup travaillé sur la communication à destination de cette clientèle, puisqu'on s'attendait à une perte du côté des clientèles troisième âge, qui n'a pas eu lieu, puisque en fait, ils sont bien présents sur notre destination. Si les touristes ont continué à plébisciter le littoral de notre région, ils n'ont pas hésité à prendre l'air dans l'arrière-pays, car la mise au vert, c'est l'une des tendances qui s'est dégagée durant ces grandes vacances post-confinement. On n'est pas tous regroupés, il n'y a pas les foules, le bruit, tout ça. On n'a pas envie d'être regroupés avec beaucoup de gens, surtout enfermés. On va pas se mentir, avec ce qui s'est passé, tout le monde a un peu peur, je pense. Ici, à Sommières, dans le Gard, dans ce domaine qui propose des sports de pleine nature, l'activité au mois d'août a tourné à plein régime. On a réellement une progression, en tout cas là sur la deuxième partie du mois d'août. Nous on sent quand même qu'ils sont bien contents de se retrouver dans les arbres, dans la nature, de se reconnecter avec le milieu naturel. Ça, on sent qu'il y a ce besoin-là aussi. Sur la période estivale, les vacances à la campagne ont représenté 30% des séjours de la clientèle française. Voilà, et puis je signale cette semaine l'édition locale du magazine Le Point, consacrée à Strasbourg. Comme vous le voyez sur cet écran, vous voyez cette jeune fille en vélo, symbole du déplacement dans Strasbourg aujourd'hui. De nombreux thèmes retenus par Jérôme Cordelier et ses équipes sont développés dans l'édition locale du Point, économique, industrielle. Ce casse-tête aussi pour ce marché de Noël très connu des téléspectateurs de TV5 Monde à l'international. Évidemment un marché qui devra se tenir à l'heure du Covid-19. Et puis également le no-tourisme sur la route des vins d'Alsace. Vous savez, ce sont des vins appréciés dans le monde entier et qui sont donc dans cette édition locale du Point cette semaine consacrée à Strasbourg. Voilà maintenant un débat qui passionne en France. La mise en place de la 5G sur l'ensemble du territoire fait beaucoup parler. Et vous allez le voir dans ce reportage réalisé en Ille-et-Vilaine, le maire de Rennes, pourtant très favorable à l'installation de la 5G, a demandé un audit sur celle-ci, ce qui a eu pour conséquence de créer une levée de boucliers des principaux chefs d'entreprise du département. Toutes les explications avec nos confrères de TVR à Rennes sur place. Première question, qu'est-ce que recouvre en fait le travail de la commission de suivi sur les effets d'implantation de la 5G, mise en place par l'élu rennais Pierre Janin, à la demande de la maire Nathalie Appéré. Avant de partir sur un déploiement massif qui pourrait se faire à l'aveugle, c'est se dire on fait une pause, on regarde, pas longtemps, ça va être court, on regarde avec tous les partenaires possibles, tous les gens intéressés, qu'ils soient du milieu économique ou du milieu associatif ou de la santé par exemple, de regarder avec eux quels sont les impacts, les avantages, les inconvénients de cette nouvelle technologie qu'est la 5G. Cette décision a, c'est le moins qu'on puisse dire, agacé les centaines d'entreprises et de laboratoires rennais de technologie qui totalisent plus de 30 000 emplois dans l'agglomération. Exemple avec Digitaléo et ses 55 salariés. Le seul truc, c'est que prenons pas trop de temps dans les études qui sont déjà faites au niveau national, international. Et je pense qu'il faut faire confiance à tous ceux qui travaillent autour de la 5G pour faire ça avec responsabilité et justement pour ne pas perdre trop de temps parce que j'aurais peur que Rennes ensuite, qui est aujourd'hui encore une fois un berceau des télécoms, de l'innovation autour des réseaux, se retrouve en queue de peloton. Même son de cloche dans l'un des hauts lieux du numérique rennais, l'Institut de recherche technologique BICOM, c'est tout simplement aujourd'hui le premier opérateur de test 5G en France. Autant dire qu'ici, on respire déjà la 5G.
Les enjeux sont dans tous nos axes de la vie. La ville intelligente de demain, la mobilité et la voiture connectée, l'industrie du futur et la capacité dans nos usines agroalimentaires d'être plus efficaces, plus économes, l'énergie, la capacité à gérer et à mélanger des énergies issues des énergies renouvelables, mais comme des énergies plus traditionnelles. Tous ces éléments, la santé connectée, on en parle. Alors, beaucoup parlent de l'opération à distance. Plus que de l'opération à distance, la capacité à accéder l'expert dans un moment de stress majeur pour aider la personne qui est en situation d'opérer, d'intervenir sur un feu dans une situation de crise. Tout ça, la 5G, aujourd'hui, offrira des solutions que la 4G aura énormément de mal à supporter. Donc c'est pour ça que la 5G se fera de façon certaine. On ne parle pas d'arrêter tout développement à jamais de cette 5G. On va l'étudier calmement. On est là pour réfléchir ensemble à une technologie, je dirais, intelligente. Comment utiliser une technologie en 2020, en 2030, en 2040, et comment être fier de ce qu'on aura fait et que nos enfants, les enfants de nos enfants diront « Oui, vous avez eu raison de vous poser 6 mois, vous vous rendez compte, de vous poser 6 mois pour étudier l'impact d'une technologie. » Reste un sujet d'une grande complexité. Par exemple, les scientifiques assurent que les performances maximales promises par les réseaux 5G ne seront pas une réalité avant 5 ou 10 ans. Et à ce moment-là, ce sera le temps de la 6G qui, semble-t-il, est déjà dans les cartons. Nous partons dans la Loire, à présent dans le Grand JT des Territoires, pour parler de commerce de proximité. Le centre commercial Style a ouvert ses portes à Saint-Étienne, dans une ville où le commerce de centre-ville souffre énormément. L'ouverture de ce géant d'acier de 70 000 m² à l'entrée de la ville inquiète énormément. Certains commerçants ont même préféré s'installer à Style plutôt qu'en centre-ville. Tous les détails avec nos confrères de TL7, Télé-Loire 7 sur place. Regardez. Dernier coup de chiffon sur les vitres. À quelques heures de l'ouverture, tout doit être parfait pour accueillir les premiers visiteurs. On va présenter le mieux possible pour les nouveaux arrivants. Car après 5 ans de travaux, les boutiques sont impatientes d'ouvrir leurs portes. Dans ces allées, tous veulent profiter de la zone de chalandise estimée à 600 000 personnes. C'est une entrée de ville qui est première quand vous arrivez de Lyon, quand vous passez sur l'axe Clermont-Ferrand-Lyon. Et donc il y avait également cette deuxième objectif de répondre à l'évasion commerciale de plus de 500 millions d'euros de consommateurs de la zone de chalandise de Saint-Étienne, environ 600 000 habitants. Le pâtissier ligérien Franck Deville n'a donc pas hésité à investir 200 000 euros dans son magasin où le macaron est roi. Un investissement qu'il n'aurait pas fait en centre-ville. On a besoin de flux pour pouvoir vendre tous ces produits-là. Parce que quand on voit le panier moyen d'un macaron qui va voisiner les 1,10 €, 1,20 €, vous comprendrez qu'en centre-ville, si on ne voit passer que 100 clients à la journée, ça risque d'être compliqué, économiquement parlant. Un peu plus loin, cette maroquinerie qui a quitté le centre-ville pour s'installer au Style espère bien toucher une clientèle extérieure. En fait, la zone de chalandise, elle ne s'adresse pas du tout à la clientèle forcément stéphanoise. Elle s'adresse aussi à ceux qui habitent autour et qui cherchent du service et qui le trouveront ici. Oui. Style abrite de grosses locomotives censées drainer du monde et il en faudra pour amortir les 200 millions d'euros investis au départ. Je pense que véritablement en tant qu'investisseur privé, on investit, Apsys c'est une entreprise familiale et on investit notre propre argent dans ce genre d'opération. On croit dans ce territoire, on va s'investir sur plusieurs décennies au travers de ce projet et donc on pense que Saint-Étienne est en train de rebondir et qu'elle va connaître un développement économique extrêmement important et que très modestement, si Style peut participer à ce rebond économique, on en serait très heureux et très fiers. Le pari est lancé. À l'ouverture cet après-midi, ils étaient déjà plusieurs centaines. Regardez maintenant ces images du ministre de la Justice, du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui s'est rendu dans le département de l'Aube. Comme vous pouvez le voir, tourné par nos confrères de Canal 32, Éric Dupond-Moretti a assisté à la cérémonie du souvenir à la prison de Clairvaux. Le ministre a souhaité dans son discours revaloriser le métier de surveillant. Je vous rappelle que ce centre pénitentiaire historique doit fermer ses portes en 2023. Dans l'actualité maintenant, direction le Grand Est, direction Épinal et son important régiment de militaires. Les équipes de Via Vosges ont pu assister au dernier entraînement du 1er régiment de tirailleurs qui s'apprête à partir en opération au Mali. Vous le savez, dans un contexte très périlleux pour nos soldats sur place. Voici le reportage, regardez.
C'est le genre de scénario qui pourrait bien se reproduire dans quelques semaines au Mali. Sur le terrain militaire de Razimon, les soldats du 1er régiment de tirailleurs d'Épinal et leurs renforts sont en pleine séance d'entraînement en vue de leur prochain départ en opération extérieure. Ici, avec la simulation d'un assaut donné sur un bivouac de terroristes, le tout dans des conditions qui se veulent au plus proche de la réalité. Là, une fois que le personnel Delta Charlie Delta a été évacué avec le blessé, ils ont fait la zone qui est claire pour nous, ce qui va nous permettre, élément génie, d'aller fouiller la zone pour vérifier qu'il n'y a rien sur place, rien de dangereux. Voilà, une fois qu'on aura terminé ça, les comptes rendus passeront. Et une fois que ce sera terminé, on pourra sortir de la zone. Prévu mi-octobre, le prochain départ en mission verra partir près de la moitié des soldats du premier tir, soit environ 600 militaires dans le cadre de l'opération Barkhane au nord du Mali. C'est une mission qui évidemment est multiple et variée, avec de longues opérations dans le désert qui visent à occuper le terrain, à identifier les terroristes, à les déceler et à les neutraliser si nous les trouvons. Un terrain très dangereux. Rappelons que le bilan actuel s'élève à 45 soldats français morts au combat au Mali depuis 1991. S'il est impossible de reproduire à 100% les conditions dans lesquelles seront baignés les militaires, notamment la chaleur qui s'élève à près de 50 degrés en plein désert, l'objectif de ces entraînements est de se préparer au mieux. On s'entraîne depuis plusieurs mois maintenant. On est passé dans différents centres d'entraînement et avec une grosse phase de préparation pour le tir. On a pu tirer avec l'ensemble du spectre de l'armement de ma compagnie, avec une phase d'entraînement à Canjuers au détachement d'assistance opérationnelle où là vraiment on s'est entraîné aux procédures propres au théâtre malien, au théâtre de la bande sahélo-saharienne dans le cadre de l'opération Barkhane. Renforcée par la présence des compagnies d'autres régiments, l'opération démarrera d'ici quelques semaines. Les soldats du premier tir rejoindront alors les 5000 militaires français déjà déployés sur la base malienne pour une mission de plusieurs mois. Mais avant leur départ, une partie d'entre eux feront leur au revoir à la ville lors d'une cérémonie officielle le 16 octobre prochain. Voilà, dans l'actualité maintenant, un patrimoine local qui risque de disparaître. Direction les Hauts-de-France, direction Blériot-Plage, près de Calais, où les 233 chalets posés sur la plage sont en sursis. Leurs constructions, qui datent des années 50, ne sont plus du tout conformes à la loi sur le littoral. Une démolition collective est envisagée d'ailleurs par la municipalité. Caroline Fichten, pour la chaîne WEO, la chaîne de la Voix du Nord, s'est rendue sur place. Regardez. Mon père fait ça. Tac, tac, tac. Le premier arrivé à l'eau parce qu'on se lavait à la mer. Philippe Ibon a passé toutes ses vacances d'enfant dans ce chalet à quelques kilomètres de chez lui. La plage de Blériot, c'est un lieu chargé de souvenirs heureux. On est ici pendant 2 mois et demi, c'est-à-dire que quand l'école était finie, le soir même de la fin de l'école, on arrivait ici. Ma mère, elle faisait les voyages comme si on allait faire 500 km et on revenait à la maison 2 mois et demi plus tard, la veille de la rentrée des classes. Tu vois, c'est que des lames. Ah, elles sont juste posées. Aujourd'hui, c'est Loïc Lasselle qui est propriétaire du chalet. Il l'a racheté il y a plusieurs années quand c'était encore possible. Mais ces chalets sont menacés. La loi littorale impose qu'ils soient de taille inférieure et surtout démontables. Donc un démontage, donc 230 chalets à démonter, 230 chalets à remonter, mais ça va prendre 8 mois, quoi. Ça va prendre 6 mois. Donc le problème, c'est que techniquement, c'est pas faisable. L'association, qui assure aussi que ces chalets jouent un rôle dans le captage et le maintien du sable sur la plage, voudrait tenter de les faire classer pour les protéger de façon pérenne. Alors nous, on a déjà fait des tentatives de classement en titre de patrimoine en France, mais alors le problème, c'est qu'on va confronter plusieurs ministères les uns aux autres et c'est pas possible, ça peut pas aboutir, surtout qu'on n'est pas propriétaire des terrains. Par contre, on est en train d'essayer de faire des démarches au niveau de l'Europe et puis de peut-être travailler sur l'idée d'un patrimoine immatériel. Un patrimoine immatériel car au-delà des cabanes en bois en elles-mêmes, ces chalets sont autant de traces visibles de l'histoire et des histoires des habitants. C'est cela aussi que l'association souhaite protéger. C'est une course extraordinaire, une course automobile évidemment dont le nom résonne à travers le monde. Les 24 heures du Mans, reportées en raison de la pandémie, la 88e édition a pu se tenir le week-end dernier. Une édition extraordinaire, inédite, sans public pour la première fois de son histoire. La Sarthe et toute la région ont tout de même vibré, comme le montre ce reportage de nos confrères sur place de LMTV Sarthe. Regardez.
Je suis avec Magali Pêcheur, commissaire de course. Merci d'être avec nous. Comment on devient commissaire de course, Magali? Alors, je pense qu'on devient commissaire de piste avant tout par passion, parce que c'est quelque chose de bénévole déjà dans un premier temps, et aussi parce qu'il faut aimer tout simplement le sport automobile dans sa globalité. C'est des grosses journées, mais par contre, on a accès à des moments privilégiés, auprès de voitures d'exception. Moi, je suis vraiment une passionnée, même dans la vie perso, parce que je travaille dans un garage, donc j'en ai fait ma profession. Donc du coup, je suis dans l'auto, dans le perso et dans le pro. Et Le Mans, à 30 ans, c'est la première fois que tu viens? Je m'étais déjà rendue au Mans, mais pour une course de karting internationale, mais pas pour les 24 heures. Effectivement, j'en avais jamais eu l'occasion, parce que c'est quand même à 700 km de chez moi, donc c'est vrai que c'est pas la porte à côté. Dernière question, c'est une vraie communauté. Là, vous êtes sur un tout petit moment de pause où on voit il y a une cohésion dans l'équipe. Effectivement, moi je suis arrivée mercredi soir donc d'Alsace, un peu sur la nuit tombante, il fallait monter la tente. Donc j'ai eu l'aide de tous les gens présents sur le campement, donc c'est des gens que je n'ai jamais rencontrés et que j'ai eu pour la plupart même pas au téléphone. Donc il y a vraiment un gros mouvement d'entraide, une vraie famille, on prend les repas tous ensemble sous le barnum, on discute, on échange, on papote, c'est que du bonheur. Merci mille fois pour ton engagement en tout cas, Magali. Cap sur la Corse maintenant dans ce grand JT des territoires avec une belle leçon de vie, vous allez le voir. Se surpasser et démontrer que la vie justement ne s'arrête pas avec le handicap. Eh bien c'est un leitmotiv cher à Thierry Corbalan, alias le Dauphin Corse, qui l'a conduit à se lancer cet ultime et nouveau défi, traverser la Méditerranée à la nage. S'il n'en est pas à son premier challenge, sa volonté reste la même, venir en aide aux personnes atteintes de maladies ou de handicap. C'est un magnifique reportage signé des équipes de nos confrères via Télé Paésé sur place. Regardez. Vous tentez un ultime défi, pourquoi? Pour clore 11 années de défis, de nage, 11 années où j'ai essayé de montrer que les choses étaient possibles malgré un accident. Et j'ai décidé que ça serait le dernier. Et pour ce dernier, j'ai voulu retourner sur les lieux où j'ai eu l'accident pour finir où tout a commencé. Que voulez-vous prouver une nouvelle fois? C'est montrer que malgré un handicap, on peut faire des choses. Donc j'essaie de faire des défis justement pour qu'on en parle. Puis ça permet de parler de mon association, le Dauphin Corse, qui aide les personnes malades et handicapées à se reconstruire. Essayer d'attirer les personnes qui ont un souci dans la vie, de leur montrer qu'on peut rebondir si on le veut, si on est motivé et déterminé. Rejoindre Mondelieu, la Napoule, pour vous, ce n'est pas un hasard. Il se trouve que je vais arriver le jour de l'anniversaire de l'ami qui m'a sauvé la vie, Daniel, et donc je pense que ce n'est pas du hasard. Vous allez nager combien de temps par jour? Au départ, je pars sur 10 à 12 heures par jour, et puis après on verra s'il faut que je nage plus ou moins. Quel a été l'après Thierry Corbalan suite à votre accident? Je me suis remis de suite au sport. Donc au départ, j'ai commencé à faire de la course à pied. J'ai fait de la course à pied pendant 20 ans et je me suis mis à nager. Puis c'est là que j'ai fait mon premier défi en 2009, grâce à Franck Bruno, qui a amputé tibia, qui a une association et qui m'avait organisé un défi pour son association. Et c'est à partir de là que j'ai vu que en nageant, je pouvais aider les autres. Alors j'ai continué et tous les ans, j'essaie de faire des défis. J'ai créé ma propre association et je m'aperçois qu'en faisant des défis, je peux aider d'autres personnes à se reconstruire, des personnes qui ne croient pas en elles. Et c'est surtout pour ça que je le fais, parce que c'est ce qui me motive. Et puis maintenant, c'est du bonheur. Je veux dire que ma vie actuelle est mieux que celle que j'ai connue avant. Alors nous partons à présent dans ce JT en Bretagne découvrir des vins bretons. Ils connaissent un franc succès, chardonnay, pinot noir ou encore gamarré suisse. Ces cépages sont ceux récoltés en ce moment par les vignerons du coteau de Braden à Quimper. L'une des raisons de cette réussite, c'est le changement climatique, vous allez le voir. Toutes les explications de nos confrères de TBO et TB Sud, les chaînes TNT de Bretagne. Regardez. Une bonne saveur sucrée, une légère pointe d'acidité, pas de saveur normale. On aura un vin de qualité normalement. Avec quasiment un mois d'avance, le cépage chardonnay du coteau du Braden délivre ses premiers arômes. Les bénévoles de l'association sont optimistes, le vin breton a de l'avenir dans le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan, et en plus en quantité. On parle notamment de la plantation, le vignoble à Sarzeau, 27 000 pieds quand même, quoi. Donc je pense qu'il y a un renouveau quand même du vin breton, c'est-à-dire que les conditions climatiques font que, effectivement, je pense qu'on va gagner, nous, au point de vue température, ensoleillement. Il y a des dizaines de nouveaux producteurs qui ont planté, qui vont planter dans les 2 ans à venir, là encore.
Et je pense dans 3-4 ans, on commencera à trouver du vin breton dans les rayons. Les 115 bénévoles du coteau du Braden bichonnent leurs vignes. Sur 2000 m², plus de 900 pieds de vignes ont produit l'an dernier 1200 litres de doux breuvage. C'est 2 fois moins qu'en 2018 où le cru fut exceptionnel. Il faut dire qu'ils ont acquis en 15 ans une solide expérience. On sert un peu maintenant de référence pour la région. La plupart de tous les vignerons viennent ici s'adresser, nous demander, enseignants, goûter le vin, déjà se rendre compte que c'est très possible. Pour preuve que c'est du sérieux, l'université de Rennes 2 vient d'installer une station météo sur le coteau quimpérois, comme sur 20 autres vignobles bretons. Donc c'est relié directement à Rennes, et ils vont faire une étude de climat, température, humidité, enfin tout. Et il y aura un suivi dans quasiment tous les vignobles qui s'implantent en Bretagne. Avec toutes ces données, l'idée est bel et bien d'améliorer la qualité du vin qui accompagnera à merveille une autre spécialité bretonne. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales de la TNT ainsi que sur TV5 Monde. On se retrouve très vite. Au revoir à tous.